Bună dimineața și bine v-am găsit! Sper că veți rămâne alături de noi pentru aceste următoare 2 ore când transmitem în direct de la Ateneul Român. După cum știți, este în plină desfășurare la București o nouă ediție a Festivalului Internațional George Enescu și nu puteam să lipsim de aici pentru că a fi aproape de artiștii festivalului mi se pare extrem de important. Vom avea 2 ore de direct de aici din foaierul Ateneului. Prima oră se va desfășura în limba franceză, cea de-a doua în limba română și pentru că am 3 invitați aici în platoul nostru, o să vi prezint pe rând foarte pe scurt, ca să le las și posibilitatea de a ne povesti puțin mai multe despre ei. Chiar lângă mine se află violonistul și dirijorul David Grimal, un obișnuit artist pe scenele românești. L-ați întâlnit în mai multe rânduri aici la București, în diferite concerte. Este un artist complet, a înființat în urmă cu mulți ani și se ocupă de multe vreme de Orchestra Le Dissonance, o orchestră foarte specială. Din 2025 este și colaborator artistic al Orchestrei de Cameră Radio și de câțiva ani se ocupă și de un alt proiect, Académie Lumière d'Europe, despre care am vorbit, țin minte, chiar înainte ca acest proiect să se fi lansat. Académie Lumière d'Europe va avea un prim concert duminică 7 septembrie la sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică București. Alături de David Grimal se află un compozitor care este pentru prima oară aici în România, César Viana. Bonjour et merci. Bonjour, David Grimal. Merci beaucoup de votre visite. César Viana, compositeur, mais aussi, vous aussi instrumentiste. Vous jouez d'un instrument très particulier. Je vous laisse le prononcer parce que... Shakuhachi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une flûte? C'est une flûte de bambou japonaise. C'est une flûte... Bon, rien du tout, rien que ça. Qui a un son très particulier et qui donne une musique d'inspiration bouddhiste, si je C'est me ça, trompe c'est pas. musique spirituelle, disons. C'est une forme de méditation. Voilà. Et à côté de vous, un jeune journaliste belge, Timothée Chalamet. Timothée est venu ici en Roumanie avec un programme très intéressant. Un programme... pardon. Pourquoi je vous ai dit Chalamet? Grandjean, pardon. Oui, moi c'est Timothée Grandjean, je ne suis pas acteur. Je dois avoir... On appelle ça aurait pu s'appeler un lapsus révélateur, mais ce ne l'est pas. Voilà, mais qui sait, peut-être que vous allez avoir une belle carrière dans le cinéma. Timothée Grandjean, journaliste et reporter pour Crescendo Magazine. C'est ça. Avec un projet éducationnel de l'Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur. Exactement. Et vous êtes ici pour couvrir un peu, pour voir des spectacles, des concerts, pour assister à des concerts et pour couvrir un peu le festival Enesco. Oui, c'est ça. Je suis ici depuis mercredi et je repars demain. Donc j'assiste à 3 journées de concerts. Voilà, très bien. Vous allez nous raconter un petit peu votre expérience bucarestoise. J'imagine que c'est pour la première fois. Non, c'est la 2e fois. J'étais déjà venu il y a 2 ans. Voilà. Alors, David Grimal, un programme très chargé cette année. Vous avez déjà commencé le 25 août, première rencontre dans le cadre du festival avec le public bucarestois. Et maintenant, vous commencez une série de concerts avec l'Académie Lumière d'Europe. Est-ce qu'on peut placer un peu le contexte de cette académie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce projet? Et qu'est-ce qu'on va voir dans les prochains jours? Parce que vous avez pratiquement tous les jours, dimanche 7 septembre, lundi 8 septembre, 9, 10, et après vous allez partir aussi dans le pays avec 2 concerts. Absolument. Alors Lumière d'Europe, c'est un festival académique que j'ai créé il y a maintenant 5 ans ou 4 ans, je ne sais plus, dont le but est de transmettre à la jeune génération à la fois la musique, mais également l'esprit de la musique. Et l'esprit de la musique n'est pas toujours que dans la musique, mais aussi dans d'autres disciplines. C'est pourquoi, dans Lumière d'Europe, il y a des conférences et des concerts. Et donc, de grands savants, historiens, philosophes, mathématiciens, scientifiques viennent faire des conférences autour de thématiques que j'imagine à chaque fois. Et cette fois, c'est autour de liberté et résistance. Liberté et résistance, c'est un thème tout à fait d'actualité aujourd'hui, puisqu'à quelques centaines de kilomètres d'ici, il y a des gens qui se battent pour leur liberté.
et qui résistent pour leur liberté. Et dans ce contexte, nous allons avoir une conférence de Nicolas Tenzer le 5 au soir, qui est un géopoliticien français, qui est également conseiller diplomatique du président Macron, et qui vient faire une conférence où il évoquera évidemment cette idée de résistance et de liberté dans le contexte géopolitique actuel, et notamment celui de l'Ukraine, de l'Europe et de la Russie. Nous avons eu une conférence également de mon ami philosophe Paul Audy, qui a parlé de résistance et liberté, de l'idée de la liberté dans la philosophie. Qu'est-ce que c'est être un être libre? Et donc, avec la pensée de Georges Bataille et de Michel Foucault. Et nous avons eu une première conférence de César, ici à ma gauche, qui parlait de la liberté et dans la création musicale, en prenant l'exemple de Georges Enescu, dont l'itinéraire singulier est un exemple pour tous les musiciens qui veulent suivre leurs idéaux et ne pas forcément céder aux servitudes du monde musical. Donc, Lumière d'Europe, je dirais, a aussi pour objectif... Lumière d'Europe a aussi pour objectif de montrer aux jeunes que le chemin de la liberté, de la créativité, de oser être un artiste dans le monde, ça veut dire un citoyen du monde. Et donc je suis très honoré et très heureux parce que le Festival Enescu nous accueille pour la 2e fois ici. Et c'est un projet qui se promène en Europe et qui pour moi est très important parce que c'est une oasis de fertilité. Voilà. Parlons un peu des concerts que vous avez préparés avec Académie Lumière d'Europe. Alors nous sommes en train de travailler à ça. Donc ouais. Là, dès que je vais poser mon micro, je vais retourner travailler. Ce sont des compositeurs dont la musique et le destin sont tout à fait empreints de cette problématique de liberté ou de libération, puisqu'on a Alfred Schnittke qui était sous le régime communiste, on a Sylvestrov qui est le grand compositeur ukrainien, Weinberg qui a aussi beaucoup souffert de l'oppression, nous avons Shostakovich évidemment, nous avons Mozart parce que la liberté c'est lui, et nous avons évidemment Enescu qui est là, et puis j'en oublie parce que Gubaidulina, Sofia Gubaidulina, donc on a des compositeurs qui expriment aussi, je dirais, cette Europe, si on considère que l'Europe va jusqu'à l'Oural, ce qui est mon cas. Je considère que les Russes sont nos amis et doivent le redevenir une fois que cet épisode épouvantable sera terminé et que nous partageons cette culture. Et donc, malheureusement, cet empire russe a fait beaucoup souffrir les siens, pas seulement les autres. Mais il a été aussi le berceau d'œuvres extraordinaires, d'une culture extraordinaire dont nous tirons également les richesses aujourd'hui. Et donc, c'est aussi cette résistance à la liberté qui est présente dans les œuvres qui seront jouées au concert. On peut s'imaginer facilement, et on sait que pour les musiciens russes ou d'origine russe, c'est une période extrêmement difficile. Cela a été au début de la guerre encore plus. Aujourd'hui, peut-être que les choses se sont un peu plus calmées en ce qui concerne, mais c'est vraiment compliqué. De gérer ça pour eux. Écoutez, moi je pense que c'est important aussi qu'un artiste soit un citoyen du monde. Donc par exemple en France, on a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale un gouvernement français qui a collaboré avec les nazis, qui a envoyé des centaines de milliers d'enfants juifs se faire gazer, et il y a des musiciens qui continuent à collaborer avec ce gouvernement. C'est une honte. Donc je pense qu'on est d'abord un citoyen du monde et que si on n'est pas d'accord avec un gouvernement, on doit avoir le courage de partir ou de le dire. Et en l'occurrence, en Russie, si on le dit, il vaut mieux partir aujourd'hui, parce que c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans toutes les dictatures les plus épouvantables. Mais il faut avoir le courage de le dire. Et tant pis si on n'a pas de concert pendant 4 ans. C'est pas grave, je pense. Alors, parlez-moi de César Viana, parce que j'ai l'impression que vous connaissez depuis un petit moment. Alors, on s'est rencontré avec César il y a longtemps, au Portugal, mais on ne s'est pas fréquenté beaucoup, mais c'est une rencontre qui m'avait beaucoup marqué, parce que je trouve que César est un personnage d'abord très érudit, très sensible, très authentique et très libre. Et j'aime beaucoup sa musique, qui est l'expression de cette authenticité et absence de compromis. Et il me paraissait évident qu'il allait bien être dans cette histoire de liberté. César Viana, compositeur et musicologue,
portugais, né en Grande-Bretagne, et vous habitez aujourd'hui à Madrid. C'est ça. Ça fait une belle démarche européenne. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc vous avez, j'ai regardé dans tous les concerts de l'Académie Lumière d'Europe, vous avez, dans chaque concert, vous avez une œuvre. Parlez-moi, déjà peut-être on peut parler de ce que vous avez. Est-ce que c'est des commandes? Est-ce que ce sont des choses qui existaient déjà? Non, Alors, le point- vas-y César. Non, je voulais juste dire, il y a une commande qui a été faite, Oui. qui est le tombeau de Georges Enescu, qui est un quintet avec piano. Tout le reste fait partie du répertoire de César. Voilà. oui, Alors, c'est ça. Il y avait racontez-moi une un peu. commande et après, Oui. David a inclus quelques heures que j'avais déjà composées, qui sont déjà connues, mais qui font d'une certaine façon sens dans ce programme. Rencontre avec Georges Enescu. Vous avez soutenu cette conférence à l'Institut français et vous avez aussi cette composition, La tombe de Georges Enescu. Comment est venu Georges Enescu dans votre création? Georges Enescu est présent dans ma vie depuis que je suis petit. Mon père, je me souviens qu'il avait acheté des disques. Il était en Roumanie aux années 70. Et il avait acheté des disques qu'il avait et qu'il écoutait fièrement. Alors cette musique fait partie de moi depuis très longtemps. Et aussi le folklore roman que j'écoute. J'ai des centaines de disques de folklore roman. Ça m'intéresse beaucoup. C'est un folklore très particulier. Et qui a beaucoup de points en commun, pas seulement avec d'autres pays de Méditerranée, mais aussi du Portugal, parce que le Portugal est un pays, surtout à l'intérieur, qui maintient les gammes, les modes anciens, et très souvent c'est une surprise de trouver les points en commun. D'autre côté, Georges Enescu, pour moi, c'est un exemple de compositeur qui, étant contemporain de des génies comme Stravinsky, Bartók, Schoenberg, a le courage de suivre son propre chemin et d'être aussi original que, à mon avis, mais d'une façon complètement différente. Il n'a pas voulu créer un système, cristalliser la musique traditionnelle. Non, il était un musicien savant, il était un virtuose romantique qui était très sensible à la musique traditionnelle de son pays et qui, à part de ça, était un intellectuel impressionnant. Il a étudié la composition avec les meilleurs maîtres à Paris. Et d'une façon naturelle, et pas comme un construct, arrivé à un style extrêmement individuel et extrêmement moderne. Et cette authenticité, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup dans mon parcours parce que quand j'ai terminé d'étudier la composition, j'étais un peu perdu sans savoir quoi faire. Surtout parce que j'étais surtout un instrumentiste, je faisais la musique baroque, je m'intéressais à la musique japonaise. Et c'était difficile de trouver un point commun. Qu'est-ce que je fais? J'ai plusieurs vies. Et le secret, l'authenticité, et suivre ton chemin et que ta composition soit le résultat de tes propres chemins, de ta vie. Et chez Enescu, c'est le compositeur d'une façon plus évidente. J'ai trouvé ça. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose à ça? On ne peut rien ajouter parce que je pense que César résume bien à la fois qui était Enescu et qui il est, et donc le miroir qu'il peut y avoir naturel entre les deux, qui est effectivement celui de l'authenticité, qui est effectivement celui de personnages qui ne cherchent pas la réussite, qui n'écrivent pas pour être connus ni pour réussir, mais qui écrivent parce qu'ils doivent le faire, quand ils peuvent le faire, et ils ne peuvent pas se trahir, ça ne peut pas... Ils ne peuvent pas faire sortir des arbres qui n'existent pas. Et donc le tombeau d'Enescu? Le tombeau, oui, bon, le nom déjà nous rappelle Ravel et le tombeau de Couperin, évidemment. Et le titre a le même type de cargue symbolique, de charge symbolique. Le tombeau de Couperin de Ravel, c'est comme un hommage à la musique française, surtout du baroque. C'était une époque glorieuse, la musique française. Et mon tombeau, d'une certaine façon, Enescu représente l'importance que la musique roumaine, ses points communs avec la musique ibérienne, ce que tout ça représente dans ma vie. C'est le symbole, disons. Le tombeau, bon, l'hommage que je dois faire à Enescu, c'est d'être authentique et être moi-même, mais bien sûr, mais quand même, il y a des éléments d'Enescu et de la musique romane dans la pièce. J'ai créé un petit motif que j'appelle le motif Enescu, que c'est mi bémol do, parce qu'en notation allemande c'est ESC, das da Enescu. Après, j'ai
aussi, au niveau de l'harmonie de la pièce, c'est basé sur des gammes d'une pièce d'Enescu avec laquelle je suis complètement obsédé, que c'est la 3e sonate de violon, qui m'intéresse beaucoup. Il n'y a pas d'élément de la sonate, c'est que l'harmonie de ma pièce est basée sur des gammes que j'ai extraits de la sonate. Et après, il y a quelques thèmes des rhapsodies roumaines, qui sont les œuvres plus anciennes que j'avais écoutées, parce que c'est ce que mon père avait sur ses vieux LP, et que j'ai utilisé, mais j'ai choisi des thèmes qui pouvaient presque être des thèmes portugais des montagnes, parce qu'ils sont tellement pareils, ces gammes, le genre d'ambiguïté modale et tout ça. Alors, ce sont des éléments qui ne sont pas trop importants, ce sont des résonances d'Enescu et de la musique romaine sur ma pièce, qu'à la fin est une pièce à moi. Donc ça sera une première audition, si j'ai bien compris, non? Une création. Une création, voilà. Donc, exactement, le 10. Ce sera le 10 à 18h30 à la salle Enescu de l'Université de musique. Et je dois dire que les places sont gratuites, donc il faut venir parce qu'en plus, c'est entrée libre, hein, oui, les 4 concerts. Et puis c'est une belle salle. C'est une très belle salle qui sonne bien et vous avez des jeunes talents magnifiques qui viennent de toute l'Europe. Il y a Itamar Golan, qui est un pianiste génial, très reconnu. Leonid Gorokov, très grand violoncelliste. Natasha Tchich, magnifique altiste, et moi-même. Donc je pense que beaucoup de répertoires de musique de chambre qui n'est jamais joué en Roumanie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de musique de chambre, mais celui-là n'est vraiment pas joué, puis certaines œuvres qui n'ont jamais été jouées non plus. Et donc je pense que pour le public, c'est très intéressant s'ils arrivent à venir entre 2 concerts et pour découvrir ces jeunes talents et tout ce répertoire. Donc j'invite les gens à venir parce que j'espère qu'il y aura du monde. Voilà, j'espère qu'il y aura du monde. Après cette série avec Académie et Lumière d'Europe, vous allez partir un peu à Satu Mare et vous avez, si je ne me trompe pas, deux récitals et un concert avec eux, c'est ça? Oui, alors je ne suis jamais allé là-bas, mais je suis très curieux de découvrir un peu plus la Roumanie maintenant. Et nous allons rejouer avec Roman Lopatinski, qui est le magnifique vainqueur du concours Enescu ukrainien, avec lequel j'ai joué le double concerto de Mendelssohn la semaine dernière, qui est un superbe musicien et un chic type, très sympa. Gagnant de l'année dernière. C'est ça, ouais, je crois. Ouais. Et donc on va aller faire un récital. Et puis après, je vais aller travailler avec l'orchestre de Satu Mare, comme je travaille avec l'orchestre de la radio ici, et comme j'ai travaillé avec les dissonances, comme je travaille avec de nombreux orchestres en Europe, c'est-à-dire avec une direction un peu différente, puisque je ne suis pas devant l'orchestre pour battre la mesure, mais pour les amener à jouer ensemble dans l'esprit de la musique que nous jouons. Voilà, donc un travail que j'aime faire, même si les dissonances n'existent plus, je continue à le faire dans le monde entier avec des orchestres qui ont envie de le faire. Et à chaque fois, c'est très intéressant parce que c'est un travail sur les gens, en fait, et de les ouvrir les uns aux autres et de leur donner le sentiment d'une certaine liberté. Qu'est-ce que ça vous a apporté, l'expérience, les dissonances? J'ai tout appris. Pendant 20 ans, j'ai appris énormément de choses. J'ai commencé ça, j'avais 30 ans. J'ai arrêté, j'avais 50 ans. Donc j'ai passé ma vie d'homme avec cette histoire-là, où j'ai appris à la fois humainement et musicalement et sociétalement. Pour faire exister un projet comme ça, il faut être en contact avec toute la société. J'ai beaucoup appris. J'ai appris des choses extraordinaires. J'ai appris aussi des choses qui étaient très difficiles à digérer, mais je crois que c'est une expérience vraiment inouïe pour moi. Alors maintenant, aussi j'ai grandi comme musicien avec ça, entre autres, parce que je faisais aussi beaucoup d'autres choses, mais je crois que ça n'a pas de prix, voilà, ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si nos auditeurs se sont rendus compte que nous sommes en pleine répétition, en fait, qu'ici dans la salle de l'Athénée, il y a des répétitions. Je ne sais pas si nos micros ont capté ça, mais je trouve ça extraordinaire de se retrouver ici, d'être accompagné par la musique. Alors, je me tourne maintenant vers Timothée Grandjean. Ça y est, c'est bon. Vous revenez en tant que jeune journaliste. Parlez-nous un peu de votre parcours et pourquoi vous êtes dirigé vers le journalisme musical, si c'est ça qui vous intéresse. En fait, je suis aussi musicien au départ. J'ai commencé tout petit, à l'âge de 7 ans, la percussion. Puis j'ai suivi tout un cursus en académie. Et je suis rentré en 2020 à l'IMEP, donc l'Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie à Namur, où j'ai commencé un bachelier en percussion et où j'ai fait aussi un certificat en direction d'orchestre.
Ici, je viens tout juste de finir mon master en écriture classique et je devrais commencer un master en direction d'orchestre. Et en fait, c'est à l'IMEP, il y a eu un partenariat entre l'IMEP et Crescendo Magazine, donc le magazine belge que je représente ici lors de ce festival. Et j'ai postulé, j'avais envoyé ma lettre de candidature en décembre 2021 et j'ai été accepté. Et depuis lors, je fais des chroniques sur des CD, des nouvelles parutions. Je vais voir des concerts. Je suis invité à différents festivals en Europe pour couvrir justement ces festivals et les concerts qui y sont donnés. Donc ce n'est pas vraiment vers le journalisme que je vais me diriger, plutôt vers la musique, mais c'est une facette intéressante à découvrir et c'est une manière différente d'aborder la musique et de pouvoir assister à de tels festivals comme ici à Bucarest, qui est un formidable festival. Alors, qu'est-ce que vous avez appris déjà sur la musique en étant journaliste? Mais ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple ici, on a l'occasion de voir des orchestres de stature internationale qui sont excellents, avec de grands chefs, de très bons solistes. Donc évidemment, on voit jusqu'où on peut aller, on voit ce qu'il est possible de faire, jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le cursus dans la musicalité, dans les émotions, dans toute une série de domaines. Et c'est très inspirant parce qu'on voit la crème de ce qui peut se faire en Europe. Et donc c'est un apprentissage riche de pouvoir assister à ces concerts. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, et peut-être vous pouvez intervenir si vous avez vu les mêmes concerts. Qu'est-ce que vous avez vu jusqu'à maintenant? Alors jusqu'à maintenant, donc mercredi, j'ai vu le concert des siècles avec le concerto pour violon de Beethoven avec Isabelle Faust, splendide performance. Et puis en deuxième partie, c'était la symphonie fantastique. C'était une vraie fête. C'était un plaisir d'être dans la salle pour cette symphonie. Et le soir, c'était un moment plus chargé en émotions avec la symphonie numéro 2 de Mahler, Résurrection, qui est un monument du répertoire symphonique. C'est un chef-d'œuvre. Et pouvoir assister à ce genre de symphonie en étant dans la salle de concert, et en plus j'étais assez proche au niveau de l'orchestre, c'est une expérience qu'on n'oublie pas de sitôt, de par les émotions qui sont transmises par ce genre de prestations. Donc ça, c'était pour la journée de mercredi. Et hier, jeudi, j'ai assisté au premier concert du Rotterdam Philharmonic Orchestra avec la Afshani, où ils ont interprété une pièce qu'on ne connaît pas forcément. Ils ont amené un compositeur néerlandais au programme, Johann Wagner, avec son ouverture de concert Cyrano de Bergerac. C'était une très belle découverte. Je ne connaissais pas cette œuvre avant de venir, donc je suis ravi de l'avoir découverte. Et c'est aussi ça qui est bien lorsqu'on vient dans des festivals comme ça, c'est qu'on est aussi parfois amené à découvrir des pièces qu'on ne connaît pas. Ils ont poursuivi avec le concerto pour violon numéro 5 de Mozart, avec le gagnant du Valentin Serban, gagnant du concours Enescu en 2020-2021, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont clôturé leur concert avec la fameuse 9e symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Donc c'était de nouveau un grand moment. Et au concert du soir, nous avons eu droit au Czech Philharmonic avec Peter Popelka dans la 4e symphonie d'Enescu, complétée posthumement après son décès en 1996 qu'elle a été complétée. Et en deuxième partie, les danses symphoniques de Rachmaninoff. J'étais curieuse, quelle relation vous entretenez avec les critiques de musique ou les journalistes qui sont dans cette branche? Parce que je trouve très encourageant qu'il existe ce genre de projet qui amène les musiciens à écrire sur la musique. Et personnellement, je pense que c'est un moyen de faire aimer la musique, parce qu'il n'y a qu'un musicien qui sait, ou quelqu'un qui a vraiment tous les codes, qui sait expliquer ce qu'on doit entendre ou ce qu'on peut entendre. Parce que parfois, nous, en tant qu'amateurs de musique, on n'est pas capable de tout percevoir, de tout comprendre. On sent avec le cœur certaines choses, mais c'est mieux quand il y a quelqu'un qui connaît vraiment la musique, qui nous donne les clés d'accès. Mais là, vous parlez plutôt de musicologues ou des gens qui vont faire des textes explicatifs pour les programmes. Pas forcément, mais aussi dans le journalisme. Le critique musical va plutôt parler de la prestation que des œuvres, même s'il peut recontextualiser. Moi, je ne sais pas quoi vous répondre, parce que c'est une situation très délicate pour un artiste. Vous savez, on fait toujours ce qu'on peut, et puis après, on lit parfois des choses formidables, parfois des choses un peu moins agréables, ou souvent rien du tout.
Et c'est très particulier parce que Timothée a d'autres cordes à son arc, mais il y a peu de journalistes indépendants aujourd'hui. Et donc, les critiques, parfois, peuvent être orientées aussi par les intérêts qu'ils représentent. Donc, c'est assez difficile. Et puis après, la critique est facile et l'art est bien plus difficile. Et c'est délicat, c'est difficile. Je pense que c'est un métier qui n'est pas facile. J'ai un ami pianiste avec qui je joue beaucoup, qui s'appelle Philippe Cassard, qui est un très grand pianiste, qui a une émission sur France Musique, où il parle beaucoup des grands interprètes qu'il aime. Et maintenant, il écrit des petits papiers dans le Nouvel Observateur, qui est un journal important en France. Et je lui dis, mais comment tu fais? Parce que, bon, alors lui, il connaît vraiment la musique. Il a plus de 60 ans, 40 ans de carrière. Bon. Et donc, a priori, il est autorisé, une voix autorisée à dire ce qu'il pense. Et moi, je trouve ça quand même très délicat, parce qu'il a ses goûts. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, parfois ils se déchaînent. Est-ce que ça sert à quelque chose? La plupart du temps, il a des exercices d'admiration et il parle des choses qu'il aime. Mais après tout, c'est lui qui les aime. Ça veut dire... Et peut-être que d'autres gens ne vont pas les aimer, etc. Donc, je trouve que c'est pas facile. La relation n'est pas facile. On m'a proposé plusieurs fois d'aller aux tribunes du 10 sur France Musique, ce que j'ai toujours refusé. J'ai dit, je ne vais pas commencer. Parler des autres. Mais ouais. je n'ai pas à parler je n'ai pas à parler de mes collègues de manière publique. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Donc, je trouve que effectivement, tout ce qui est exercice d'admiration pour partager l'amour qu'on a de la musique et d'avoir une plume, c'est-à-dire ce que vous disiez, je trouve que c'est utile. Après, certains critiques qui sont des gens qui sont là en place depuis 50 ans, enfin, voilà. Ils restent parce qu'ils doivent être et c'est eux-mêmes qui le disent. On doit être les premiers à trouver le nouveau talent dont on va dire du bien, et on doit être les premiers à flinguer celui qu'on a aimé pour montrer qu'on est sharp, quoi. Et quand le métier est comme ça, pour moi, je reste à distance. Je peux pas supporter ça, parce que je sais ce que c'est que de monter sur scène. Je sais ce que c'est, comme c'est difficile. Et donc, ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux... Les gens qui ont cette relation-là avec ce métier, je suis sûr que ce n'est pas la tienne, ça, moi, je ne peux pas, voilà, en tant qu'artiste. César Viana. Bon, je crois que déjà, avoir une formation en musique, ça, c'est un plus. Parce Bien que sûr. Je lis des choses dans les quelquefois écrites par gens qui, évidemment, n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est jouer un instrument, qu'est-ce que c'est... qui n'ont pas idée. Parce qu'on peut... C'est vrai bien sûr, la musique doit être entendue par tous, mais d'une certaine façon. Mais si on est un critique, il faut aussi connaître la dimension technique, la dimension concrète de ce qui est lié à la facture de la musique. Alors là, une formation musicale au niveau jouer un instrument, c'est trop simple, mais c'est exactement ça, est fondamental pour moi, pour comprendre de ce qu'on parle. Parce qu'on lit, on met trop d'emphasis normalement dans les aspects historiques, musicologiques et tout ça. Et c'est ça, pas un concert. Alors là, mais j'ai pas trop d'opinion dans ce domaine, en fait, je dois dire. Mon contact avec la critique, c'est quand je publie un nouveau CD, et c'est occasionnel, malheureusement. Et avec les journalistes, pareil. Avec la critique et avec les journalistes. Les journalistes, oui, bon, je mets un peu dans le journalisme musical et pas très... Pas très développé. Bon, ouais. Et c'est surtout de la critique, c'est ce qu'on voit dans le journalisme musical, c'est surtout de la critique, c'est des pages de critique, soit d'enregistrement, soit de concert. Bon. Et là, j'ai surtout un rapport difficile avec les gens qui sont évidemment pas des non-musiciens. Jamais je ferai de la critique de l'ingénierie, même qu'en privé, j'ai des opinions, ou sur l'architecture, disons. Et qu'on voit beaucoup d'ignorance et parler de choses qui n'aident pas les gens à écouter les gens et avoir une attitude libre de découverte. Timothée, comment vous vous placez par rapport à ça, à la fragilité des artistes, à l'importance qu'il y a chaque mot écrit sur un papier pour eux? Mais c'est un rôle très délicat et c'est clair que moi je me suis posé la question quand j'ai postulé, suis-je réellement légitime pour faire ce que je vais faire?
Donc c'est toujours la question. Maintenant, à titre personnel, quand je vais voir un concert, je me renseigne évidemment sur les artistes, sur ce qu'ils font, sur les œuvres qui sont jouées au concert. Et j'arrive déjà avec un certain bagage quand je viens au concert. Je n'arrive pas sans avoir écouté les œuvres. Donc j'essaie toujours de me renseigner au maximum. Et bon, je n'ai pas du tout une carrière comme vous l'avez, messieurs, mais j'ai déjà fait des concerts. J'ai déjà été amené aussi à jouer avec des orchestres professionnels, par exemple. Et donc voilà, je sais ce que c'est aussi d'être dans le milieu, d'être artiste, et que les critiques peuvent aussi toucher les artistes, et que c'est pas quelque chose qu'il faut écrire comme ça, sans arrière-pensée. Il y a des gens derrière qui dédient, qui ont travaillé parfois longtemps sur les projets qu'ils présentent, et il faut avoir le respect aussi pour ces artistes. Donc c'est toujours aussi dans une logique de respect pour les artistes que j'écris. D'ailleurs, je ne me considère pas comme critique, mais plutôt comme un rédacteur qui va venir raconter ce qui s'est passé au concert. Donc voilà, donc c'est ma vision des choses, et c'est comme ça que je tends à travailler et à rédiger ces articles. Ça vous fait peur de vous retrouver avec des ennemis? Mais c'est clair qu'il faut toujours faire attention, parce que voilà, j'aimerais bien faire de la musique mon métier, donc c'est aussi là la question. Mais voilà, j'écris toujours sincèrement ce que j'ai pensé des concerts, et j'ai jamais eu de soucis avec des artistes qui se sont plaints d'un article ou ce genre de choses. Donc jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. Donc voilà. Bon, je vous propose, parce que nous approchons de la fin, peut-être parler un peu de votre visite à Bucarest. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a plu? David Grimal, peut-être vous nous dites quelque chose sur votre collaboration avec l'orchestre de chambre de radio. Moi, je suis presque roumain, donc oui. Moi, je suis absolument séduit par l'atmosphère de la Roumanie en ce moment, depuis quelques années, peut-être 2-3 ans, où je trouve qu'il y a vraiment une énergie nouvelle. Je trouve la nouvelle génération, je les trouve beaux, les jeunes ici. Je trouve que il y a des valeurs dans lesquelles moi je me retrouve dans ce pays, d'amour, de famille, de la culture. Je sais qu'il y a des problèmes comme partout, mais moi, je peux fonctionner dans ce pays. Voilà. Les pays de l'ouest de l'Europe ont beaucoup de problèmes en ce moment, beaucoup de difficultés. La Belgique aussi, d'ailleurs. La France est en très grande crise. L'Angleterre ne va pas bien. L'Allemagne a des difficultés. L'Espagne aussi. On est à un moment quand même très dur. Et je trouve que les pays de l'Est se portent mieux, et notamment la Roumanie. Et j'espère que les Roumains vont prendre conscience de ce qui fait leur force. Et ce qui fait leur force, c'est leur culture. C'est leur amour pour la culture. Et quand on voit le festival Enescu, on sent cet amour. Il est très très fort. Et la présence même de George Enescu comme cœur du pays est un symbole tellement fort et tellement vital pour nous les musiciens. Donc on arrive à un moment, vous savez, la première fois que je suis venu dans cette salle, c'était il y a plus de 30 ans, donc j'avais 20 ans, et je jouais avec l'orchestre George Enescu, et je vivais dans l'appartement qui est juste derrière. Il y a un appartement pour accueillir les artistes. Et je me levais la nuit, j'étais tout seul ici, donc j'allais saluer George Enescu, sa statue, et j'allais jouer dans la salle tout seul, à 2h du matin. Et bien je peux vous dire qu'à part ici, dans cette salle qui est un miracle, le reste de la ville était bien triste. Et vous le savez bien, mieux que moi. Et c'était triste parce que les humains étaient abandonnés à eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça qui se passe en Roumanie. Pas du tout. Et je trouve qu'il y a en même temps la conscience d'avoir souffert beaucoup, d'un pays qui a souffert plus que d'autres et longtemps. Et aujourd'hui ne souffre plus. Mais le fait d'avoir eu cette souffrance donne aussi la qualité. Et la qualité des jeunes générations ici, c'est de savoir le prix des choses. Et moi, je trouve ça très beau, ça me touche énormément. Et je vais peut-être devenir roumain bientôt, si ça continue. Ben, si vous le souhaitez. Voilà. Voilà. Merci pour cette belle plaidoirie. Ça me touche énormément. César Viana. Non, bon, c'est votre première visite ici. Ma première visite à Roumanie. Mais bon, je viens d'arriver. Je suis arrivé il y a 2 jours, alors 3 jours. Je suis surtout promené et j'essaie de trouver des amis. J'ai beaucoup d'amis roumains avec qui j'ai collaboré au passé et
et que je trouve sont de bons amis et qu'à la fin ils étaient mon image de Roumanie, mes amis roumains, et ils sont là maintenant. Je profite pour les rencontrer et je me promène beaucoup surtout. Aussi, j'étais très impressionné par un concert que j'étais avant-hier à la Symphonie de Malheur. Et j'étais impressionné, bon, bien sûr, pour cette musique sublime, mais aussi pour le public de la musique, en deux aspects différents qui m'ont vraiment impressionné et qu'on ne trouve pas toujours dans ce genre de festival international. Normalement, les festivals internationaux, une grande partie la moyenne d'âge, c'est très élevé, c'est surtout des vieilles personnes, et il y avait plein de jeunesse avec un enthousiasme et aussi l'émotion, une dévotion presque religieuse des gens en écoutant la musique. Et ça, c'est ça qu'il faut, c'est ça qui peut sauver la musique. On parle très souvent que la musique, si les gens ont accès à la musique de cette qualité, ont cette attitude, c'est ça qui va sauver la musique sérieuse, disons. J'étais très impressionné pour cette dévotion presque à la musique dans ce concert. Ça m'a sérieusement impressionné et c'est pas facile à trouver. Bon, Timothée Grandjean, le mot de la fin, c'est pour vous. Allez, expérience bucarestoise. Ouais, c'est une très belle ville. Donc ici, malheureusement, cette année, j'ai pas eu beaucoup le temps de visiter, mais il y a 2 ans, lors de la dernière édition, j'avais eu l'occasion de visiter le vieux centre de Bucarest. J'avais la visite d'un palais, aussi la dégustation des produits du terroir, aussi bien au niveau du vin qu'au restaurant, de ce qui se fait au niveau culinaire. Et c'est vraiment un très beau pays à découvrir avec beaucoup de choses intéressantes au niveau de la culture. Et je suis ravi d'avoir pu découvrir ce festival et cette ville et ce pays par l'entremet de ce festival Georges Enescu. Voilà, merci infiniment de votre présence. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon festival. Vom lua o mică pauză și ne reauzim după știrile RFI.